Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 16 mars. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdulmejid Tebboune, a reçu aujourd'hui le ministre slovène des Affaires étrangères, Anji Logar. Nous l'écouterons dans quelques instants. Le président de la République désigne Kamel Bouchama et Abou Djalal Soltani, membres du Conseil de la Nation, au titre du tiers présidentiel. Il sera question de transition énergétique dans ce journal avec des solutions combinant solaire et technologie à l'aide proposées par l'UDES au profit de l'infrastructure publique. Reportage dans cette édition. Dernière retouche en prévision des Jeux méditerranéens d'Oran, le compte à rebours enclenché demain à 100 jours de la manifestation. Une promotion sera lancée pour mobiliser à la réussite de l'événement. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, Abdulmejid Tebboune, a reçu aujourd'hui à Alger le ministre slovène des Affaires étrangères, Anji Logar. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Lamtan Al-Mamra, et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. On écoute le ministre des Affaires étrangères de Slovénie à l'issue de son audience avec le président de la République. So, Minister, it was a pleasure to be here to speak about the relations between. Je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui en Algérie. Lors de cette visite, nous avons abordé les relations entre l'Algérie et la Slovénie, ainsi que les moyens de les renforcer davantage, et ce à travers la signature d'une convention de coopération économique. Nos discussions ont porté également sur le développement de plusieurs secteurs, notamment celui de l'énergie, en vue de conclure de nouveaux partenariats avec l'Algérie dans le domaine de la production de pétrole et de gaz. Nous avons également abordé d'autres questions, notamment la situation en vertu des dispositions des articles 91 alinéa 7 et 121 alinéa 3 de la Constitution et du décret présidentiel signé ce jour, le 13 Chaban 1443, correspondant au 16 mars 2022, le président de la République, Abdulmejid Tebboune, a désigné Kamel Bouchama et Abou Djalal Soltani, membres du Conseil de la Nation, au titre du tiers présidentiel. Dans l'actualité, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a reçu le ministre des Affaires étrangères du Burundi, Albert Shingiro. Les deux parties ont abordé les relations bilatérales exceptionnelles qui lient les deux pays et les voies de les renforcer dans différents domaines. Il a été question des secteurs de l'enseignement supérieur, l'éducation, la santé et l'agriculture. Je suis très ravi, très honoré, très privilégié d'être reçu par le président. Nous sommes ici bien évidemment dans le cadre bien défini, la volonté partagée entre le Burundi et l'Algérie pour renforcer davantage, cimenter nos relations d'amitié, de coopération, que ce soit au niveau bilatéral, mais aussi au niveau régional, continental, international. Nous avons une volonté partagée d'aller de l'avant. Le Burundi et l'Algérie entretiennent des relations très nourries, en bonne santé depuis de très longues années. Nous sommes donc ici pour, vous savez, en termes de relations, il y a toujours une fenêtre à l'amélioration. Donc nous sommes ici pour cimenter davantage les relations bilatérales entre nos deux pays. Je vous remercie. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Bourali, a également reçu le ministre burundais des Affaires étrangères, Albert Shingiro. Les deux parties ont évoqué les relations bilatérales entre les deux pays.
Le gouvernement s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Plusieurs points ont été examinés. Il s'agit notamment dans le domaine du commerce et de la promotion des exportations. Il a été présenté un avant-projet de loi relative aux conditions d'exercice des activités commerciales. Ce projet de texte s'inscrit principalement dans le domaine des réformes économiques actuellement engagées par les pouvoirs publics et vise essentiellement à faciliter l'exercice de l'acte commercial à travers la mise en œuvre de dispositifs de création en ligne de l'entreprise par le biais du portail électronique créé à cet effet et sur la base d'un formulaire unique. À l'issue de la présentation et concernant l'opération d'assainissement du fichier national du registre du commerce, le Premier ministre a insisté sur le lancement d'une opération de sensibilisation en direction des commerçants retardataires pour passer à la version électronique du registre du commerce et ce dans les délais réglementaires fixés au 30 juin 2022. Enfin, et conformément aux procédures établies, ce projet de texte fera l'objet d'un examen lors d'un prochain Conseil des ministres. Dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a présenté un projet de décret exécutif portant détermination, déclaration et classement de zones d'expansion et sites touristiques. Ce projet de texte qui intervient en application de l'article 11 de la loi 03 de 2003 relative aux zones d'expansion et sites touristiques a pour objectif, ou plutôt objet, de délimiter et de classer 25 nouvelles zestes à travers 14 wilayas du pays. Aussi, ce texte s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de mise en tourisme de l'Algérie, mise en œuvre à la faveur du schéma directeur d'aménagement touristique à l'horizon 2030 et vise à préserver les écosystèmes naturels et les richesses culturelles que recèle notre territoire et qui représentent un potentiel d'attractivité touristique indéniable. Dans le domaine de la santé, il a été présenté un projet de décret exécutif qui intervient en application de l'article 342 de la loi 18/11/2018 relative à la santé et qui a pour objet de fixer la composition, les missions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de l'éthique des sciences de la santé. Cette instance est destinée à renforcer la protection de la sécurité des patients et des professionnels de santé en mettant en place un cadre permanent de concertation et d'échange entre l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs concernés par les questions liées à l'éthique en sciences de la santé en vue d'apporter les réponses appropriées. Dans le domaine de l'industrie, le ministre de l'Industrie a présenté une communication sur le projet de réalisation d'une unité de production de lait au niveau de la wilaya d'Alger. Ce projet prévoit la réalisation d'un complexe laitier d'une capacité de production d'1 million de litres par jour. Il y a lieu de rappeler que cet important projet s'inscrit dans la mise en œuvre des instructions du président de la République données au gouvernement et visant la satisfaction de la demande en cette matière afin de répondre aux déficits relevés dans la région centre du pays. Dans le domaine des ressources en eau et la sécurité, le ministre du secteur a présenté une communication sur la situation de sécurisation de l'approvisionnement en eau potable au titre de l'année 2022 dans le contexte de stress hydrique que connaît notre pays. Cette communication a porté sur les axes suivants. Premièrement, le potentiel actuel des ressources hydriques mobilisables pour assurer un approvisionnement régulier et continu de la population en eau potable durant l'année en cours. Deuxièmement, l'état d'avancement de la mise en du programme d'urgence eau 2021 décidé au profit des wilayas impactés par la baisse des réserves des barrages. Et troisièmement, les mesures urgentes et les solutions palliatives que compte envisager le secteur des ressources en eau et de la sécurité hydrique dans le cas où les conditions météorologiques actuelles persisteraient encore durant les prochains mois. Fin du communiqué du gouvernement qui vient de nous parvenir. Dans le de l'actualité coopération, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, a rencontré son homologue slovène Anže Logar. L'entretien a abordé les voies de renforcer la coopération bilatérale avant d'être élargi aux délégations des deux pays.
Le ministre burundais des Affaires étrangères Albert Shinjiro a également été reçu par le ministre de l'Énergie et des Mines Mohamed Arqab. Et cette information, les étudiants algériens se trouvant actuellement en Ukraine sont invités à faire part de leurs doléances et préoccupations à travers une plateforme numérique dédiée à cet effet, indique le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ils ont également la possibilité de prendre attache avec les 2 points focaux mis à leur disposition pour la circonstance par le ministère qui a communiqué les coordonnées de ces derniers. Il s'agit de Belhouchet Karima, dont le numéro de téléphone et du téléfax s'affiche en bas de votre écran. Son adresse mail est k.belhouchet@mers.dz. Il s'agit aussi de Karim Khachani, dont le numéro de téléphone et du téléfax s'affiche également en bas de l'écran, alors que son mail est k.khachani@mers.dz. Le ministère tient à rassurer l'ensemble de ses étudiants quant à leur prise en charge et réitère son entière disponibilité à engager toutes les mesures appropriées et diligentées à cet effet, et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. L'Algérie tente d'amorcer sa transition énergétique. Le solaire, une option sérieuse et encore plus efficace liée à la technologie LED. Une solution proposée à l'unité de développement des énergies solaires de Bousmaïl. L'UDES est pionnière dans le photovoltaïque et son usage dans l'infrastructure publique. Reportage d'Amel Boarba. L'éclairage de pointe s'impose aujourd'hui comme une nécessité absolue dictée par une croissance technologique effrénée. La source lumineuse LED est devenue ainsi plus compétitive. Ce sont des lampes LED adaptées qui fonctionnent à l'énergie solaire. Une solution innovante mise au point par l'équipe de chercheurs de l'unité de développement des équipements solaires de Bousmaïl. Ce prototype a été réalisé en 2009 et breveté en 2011. Ce prototype s'est caractérisé par une grande autonomie de fonctionnement. Aussi, nous avons amélioré au niveau du confort visuel en intégrant des matériaux qui permettent d'avoir un excellent rendu de couleur et en réduisant la nuisance des rayonnements ultraviolets. Ce dispositif d'éclairage à base de LED alimenté grâce à l'énergie solaire offre des avantages économiques et écologiques considérables. Ils ont une durée de vie qui est importante, à partir de 50 000 heures, ce qui est équivalent à peu près d'une dizaine d'années. Ils sont très efficaces pour l'utilisation dans l'habitat, comme on a vu ces dernières années. Ils sont de plus en plus utilisés au niveau de l'habitat, mais au niveau des systèmes à énergie solaire et d'éclairage routier, autoroutier ou des espaces publics. Après des années d'expérience, les chercheurs de l'UDES font preuve d'une grande maîtrise de cette technologie. Ils préconisent aujourd'hui l'intégration de ces applications dans différents secteurs afin de réduire la consommation énergétique, notamment celle des collectivités locales. La première étape est de placer et remplacer les anciennes lampes classiques par des lampes à base de LED. Donc le but est de minimiser cette consommation. D'après des études, on peut atteindre jusqu'à un gain de 60% en termes d'économie d'énergie. D'ailleurs, l'Algérie, à travers son ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, a fait un grand pas dans cet aspect-là. On a un brevet sur les LED. Nous avons un deuxième brevet sur les systèmes photovoltaïques pour réduire le problème de nuisance de dépôt de salissure sur les panneaux solaires. Et nous avons aussi un autre brevet sur l'étude de la qualité des matériaux utilisés dans les cellules solaires. Autant dire que pour ces chercheurs, le jeu en vaut réellement la chandelle, compte tenu de l'enjeu crucial que représente l'intégration des énergies renouvelables. Entièrement motivés, ils se disent prêts à développer d'autres projets d'utilité publique pour répondre aux besoins du marché, appelant toutefois les opérateurs économiques à s'impliquer davantage dans la promotion de la recherche en vue d'accompagner la transition énergétique vers laquelle s'oriente inexorablement l'Algérie.
Les sources lumineuses LED sont de plus en plus répandues car beaucoup moins énergivores. Elles s'inscrivent parfaitement dans la politique nationale d'efficacité énergétique. Exemple ce soir avec une entreprise à Blida versée dans le luminaire, un produit 100% algérien. Reportage de Saïd Amaïf. L'éclairage de pointe s'impose aujourd'hui comme une nécessité absolue dictée par une croissance technologique effrénée. La source lumineuse LED est devenue ainsi plus compétitive sur le marché, que ce soit pour l'éclairage public ou domestique, car alliant performance et économie. Dina la production en 2016, le taux d'intégration fait 95%. Voilà. Développons le circuit électronique, la plaque LED, voilà. Même le circuit driver côté électronique, mais même nous développons حنايا هنا في الجزائر. ريسبكتيو لا كاليتي حنايا كاع لي نورم تاع اللومينار. بديت تخدم هنايا عندنا دي تكنيسيان ريسبكتيو لي نورم تاع اللومينار. Dans le cadre de l'efficacité énergétique, on a fait des produits LED à haut rendement et avec un facteur de correction de puissance très élevé, notamment 95%. Cette entreprise a dû franchir bien des étapes avant d'opter pour la solution LED, réputée pour être 10 fois moins énergivore que les sources de lumière classiques. Et dans cette optique, compte diversifier sa production et investir dans les énergies renouvelables dans le sud du pays. Nous sommes en train de réaliser, je vous donne la primauté, un produit qui sera maintainless, c'est-à-dire il y aura moins de maintenance possible, et aussi avec un coût d'investissement réduit. Majoritairement, ça va être du solaire. Par la suite, on compte intégrer de l'éolien. Avec 170 postes d'emploi créés, cette unité d'éclairage et de support s'intègre parfaitement dans la politique nationale d'efficacité énergétique et réduit sensiblement le coût des importations tout en permettant d'initier des solutions durables. Dernière retouche en prévision des Jeux méditerranéens d'Oran. Le compte à rebours enclenché demain à 100 jours de la manifestation. Une promotion sera lancée pour la mobilisation et l'implication des médias et autres acteurs concernés pour faire réussir l'événement. C'est Ahmed Bouaraïb. Dans 100 jours, Oran sera la capitale de la Méditerranée. Et pour fêter cet événement qui est aussi une occasion pour entamer la dernière ligne droite, le comité d'organisation a réservé un riche programme pour ce jeudi, à travers lequel le COJM lancera dans une ambiance festive le compte à rebours marquant les J-100 de cet événement important pour notre pays. Les festivités commenceront à partir de 13h par un rassemblement au niveau de la place Port Saïd, où le commissaire des JM Aziz Darwas procédera officiellement à l'annonce officielle du compte à rebours, et ce en présence des autorités locales. Les participants se déplaceront par la suite vers la place Sidi Mohamed, non loin de l'avenue de l'ALN, où une caravane de troupes folkloriques et artistiques sillonnera les rues de la ville, en passant par le rond-point Ahmed Zabana, la rue Larbi Ben Mehidi, la place de la Victoire et enfin la place du 1er novembre. Le jardin situé en face de cette dernière, point d'arrivée de la caravane, abritera une exposition au niveau des chapiteaux installés pour la circonstance, avec des stands exposant le patrimoine oranais, comme les costumes traditionnels et des plats populaires, ainsi que des peintures et des photos des précédentes éditions des JM. Les festivités seront ponctuées par une cérémonie artistique animée au niveau de la salle de cinéma Maghreb à partir de 20h, au cours de laquelle d'anciens athlètes locaux couronnés seront honorés, à l'instar du coureur Boual Marahoui et du boxeur Mustafa Moussa. Cet élément de soutien aux groupes terroristes et des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogue à travers le territoire, à travers les frontières avec le Maroc, lors d'opérations distinctes de détachements combinés de l'armée nationale populaire ont été démantelés la semaine révolue. Des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos frontières, de nos forces armées à travers tout le territoire national. Le bilan complet par Yasmine Massaouti.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 7 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis que d'autres détachements ont découvert et détruit à Boumerdes et Tipaza 5 casemates pour terroristes, 2 bombes de confection artisanale et un fusil à pompe et d'autres effets. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 7 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 17 quintaux de kiff traités, tandis que 31 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession, un fusil mitrailleur de type Kalachnikov, un pistolet automatique, une quantité de munitions et 1 055 707 comprimés psychotropes saisis lors de diverses opérations exécutées à travers le militaire. Des détachements de l'armée nationale sont interceptés à Taman Rasset, Borj Badi Mokhtar, Ingzam, Janet et Tindouf, 326 individus et 16 véhicules, 168 groupes électrogènes, 137 marteaux-piqueurs, 12 détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, alors que 5 autres individus ont été appréhendés et 15 fusils de chasse, 78 735 cartouches, en sus de 37 quintaux de tabac et 36,5 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande ont été saisis à Borj Bouareri, Djelwed, Biskra, Betna, Tizi Ouzou et Ingzam. Dans le même contexte, les gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant, s'élevant à 21 408 litres à Taman Rasset, Tébessa, Taraf et Soukahras. Tandis que 293 migrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Janet, Tlemcen, Insalah, Adrar, Béchar et Ouargla. Au deuxième jour de sa visite à la Direction générale de la Sûreté nationale, le directeur général de la police palestinienne, le général-major Youssef Ali Youssef Al-Helou et la délégation qui l'accompagne ont visité certaines structures de la police et le siège social, à l'exemple du laboratoire central et ses différents départements, le lycée de la police Ali Tounsi et l'école appliquée de la Sûreté nationale. À chaque étape, des explications ont été présentées au chef de la police palestinienne. Ce dernier a salué le niveau professionnel atteint par la police algérienne, notamment dans les domaines de la formation et l'entraînement. À l'occasion de la fête de la victoire, coïncidant avec le 19 mars, l'association Mash'al al-Shahid avec le quotidien Al-Moudjahid ont organisé une rencontre sur les négociations d'Évian en hommage au défunt Rida Malek, l'ancien chef du gouvernement et porte-parole officiel de la délégation algérienne aux négociations d'Évian. La rencontre à laquelle a pris part l'ambassadeur du Sahara occidental aux côtés du représentant de l'ambassade de la Palestine en Algérie a exposé un volet de la vie du défunt à travers sa lutte pour l'indépendance. La Zawiya Moulay Sherif Rgani à Taman Rasset a abrité le 15e colloque national de la Zawiya sous le thème « Le rôle du candélabre du prophète ». Le colloque qui s'est tenu à l'université de Taman Rasset a vu la présence du président du Haut Conseil islamique, Bouabdallah Ghoulamullah, qui a rendu hommage au Cheikh Rgani et a relevé le rôle de la Zawiya dans la sensibilisation pour préserver la sécurité et l'unité de la nation. À l'étranger, baisse drastique du pouvoir d'achat des Marocains à cause d'augmentations records dans les prix de nombreux produits. Les manifestations pour dénoncer l'absence de politique sociale et la misère ne s'arrêtent pas dans le pays. Des contestations violemment réprimées à chaque fois par les forces du Marsène. Cette situation rappelle à bien des écarts celle vécue au début des années 80 et qui a précédé la révolte du pain à Melbourne. Le Maroc vit en ce moment même l'une des pires crises de son histoire. Une crise économique étouffante qui secoue depuis quelques mois le Marsène, entraînant un véritable séisme social. Le pays a vécu plusieurs révoltes. Celle du pain avait secoué de plein fouet le pays durant les années 80. À cette époque, les forces du Marsène n'avaient pas hésité à tirer à balles réelles sur les manifestants en colère qui protestaient
contre les conditions de vie en nette dégradation. Aujourd'hui, la situation n'est guère meilleure, aggravée par une hausse vertigineuse des prix des produits de première nécessité et des carburants. Conséquence directe de la mise en œuvre par le gouvernement marocain d'une politique libérale qualifiée de sauvage et de sabotage programmé de certains secteurs dictés par les milieux financiers impérialistes au détriment des catégories les plus vulnérables. Une situation exacerbée par l'augmentation de la dette extérieure et du taux de chômage qui suscite une grogne populaire qui ne semble pas connaître de répit. Il faut dire que le Maroc est au bord de l'implosion sociale. Les observateurs mettent en garde, tous les indicateurs socio-économiques sont au rouge avec une forte récession et un taux de chômage en forte hausse. Face au marasme économique, les manifestations populaires se multiplient pour protester contre la cherté de la vie et l'injustice sociale, notamment après la flambée des prix des denrées de première nécessité et des fruits et légumes, avec une augmentation qui atteint 100% par rapport à 2020. Si les autorités marocaines peinent à réagir aux crises qui ébranlent ce pays, les décisions du monarque de plus en plus impopulaires sont décriées, accusé d'avoir bâti une fortune colossale de près de 9 milliards de dollars sur le dos de son peuple. Conséquence du mutisme du roi, les grèves et les mouvements de protestation se succèdent ces derniers mois pour dénoncer l'injustice sociale et la corruption qui minent le royaume. Les luttes que mènent en ce moment même les ouvriers au sein des usines, les agriculteurs et les enseignants contractuels traduisent le ras-le-bol et le désespoir qui ont gagné de larges franges de la société marocaine dont le pouvoir d'achat est appelé à se dégrader davantage dans les mois prochains compte tenu de la sécheresse qui frappe le pays, déplorent de nombreux observateurs. Ces derniers tirent à boulet rouge sur l'indifférence du gouvernement et son soutien au patronat, ce qui selon eux a conduit à l'enrichissement des riches et l'appauvrissement des pauvres. Pour les Marocains libres, pas question d'arrêter le combat de la dignité. Bien déterminés à mettre fin à cette situation chaotique engendrée par le règne sans partage du monarque pendant 23 ans, un monarque qui a tourné le dos à son peuple, s'attirant les faveurs des Occidentaux et de l'entité sioniste pour concrétiser ses intérêts et ses visées expansionnistes. Retour dans le pays, on vous emmène ce soir en visite guidée dans l'oasis rouge Timimoun, une des plus belles du Sahara et qui attire de nombreux visiteurs. Reportage de Naïm Alouali. Quand on explore le désert autour de Timimoun, on aperçoit une ribambelle de Ghusor, ces forteresses en toube, un pisé qui réunit des matériaux comme le sable, la pierre et l'argile rouge locale. Ces châteaux, plusieurs fois séculaires, ont été construits par les Zénètes, tribus berbères qui contrôlaient la région au Moyen-Âge. Un qsar est un village fortifié, construit à des endroits stratégiques sur les routes des caravanes arabes. Nous sommes ici devant le qsar d'Erzar, l'une des plus anciennes forteresses de Timimoun. Elle fut construite par les Gitsuls, tribu qui existait même à l'époque néolithique et dont beaucoup d'historiens ont parlé, notamment Ibn Khaldoun. Emblème de la région du Gourara, Timimoun compte plus de 300 qsar dont on voit encore les tourelles pointées vers le ciel. Symbole du développement durable, c'est là que fut inventé le système des Fougara, unique pour la gestion de l'eau dans cette région désertique. Ici, dans le qsar de Mhel, la Fougara passe sous la roche et forme une ancienne civilisation que d'éminents voyageurs ont évoquée dans leurs différents ouvrages. Les touristes qui viennent ici peuvent aller à la rencontre des traditions profondes de notre région. Appelée joliment oasis rouge, Timimoun, c'est aussi des maisons troglodytes creusées dans la roche, des immenses grottes comme refuge contre la chaleur, l'ergue occidental qui côtoie l'oasis luxuriante, des inscriptions en tifinagh, bref, des atouts exceptionnels pour une destination unique. On en pense beaucoup plus à un tourisme responsable, c'est-à-dire un tourisme éthique, premièrement qui respecte l'environnement et deuxièmement un tourisme qui est en relation avec la population locale parce que la richesse de la région réside surtout dans la culture locale, le patrimoine, tout ce qui est paysage, etc. Nous avons une zone d'exploitation touristique dont l'étude est achevée.
L'opération de viabilisation du site est inscrite. L'opération va être lancée incessamment avec la direction du tourisme. En matière d'infrastructures hôtelières, nous disposons d'un grand nombre d'infrastructures et en même temps, nous avons une quinzaine d'investisseurs qui ont déposé des dossiers pour la réalisation d'infrastructures en matière d'hôtels, en matière de camping, etc. Donc ça va nous permettre de relancer l'activité touristique au niveau de la wilaya. Également, il est prévu la réalisation d'une école supérieure de tourisme au niveau de Timimoun qui sera implantée au niveau de la zone d'expansion touristique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le potentiel autant que les défis sont énormes pour faire de Timimoun un pôle touristique privilégié. Culture et cinéma avec la projection du long métrage, la 5e saison d'Ahmed Ben Kamla au Centre national de cinématographie de l'audiovisuel. Issu du roman du même nom, il revient sur le vécu difficile des intellectuels durant la décennie noire. Bedia Amarni y était, reportage. ولكن أنني حبيتك تكشف لي سرك. وش هذا الكنز اللي راك ضامه لصدرك؟ المولوع به قلبك وكأنه حارسك الآمن. Pour Ahmed Ben Kamla, c'est une période, une saison exceptionnelle, celle traversée par l'Algérie dans les années 90. Le réalisateur adapte son roman poétique intitulé La 5e saison en un film cinématographique relatant une page douloureuse de notre histoire. Le long métrage a été projeté au niveau du Centre national cinématographique algérien. La 5e saison qui a été écrite durant une période très difficile pour nous tous Algériens, pour l'Algérie en entier. La crise que nous avons vécue dans les années 90 et surtout par rapport à notre environnement à nous, qui est celui des artistes, des intellectuels, des journalistes qui ont vécu des moments très pénibles, dramatiques même. Le décor est vite planté. Un poète en fuite avec pour seul bagage son livre qui l'étreint. En plein désert, il fait une rencontre et c'est le début d'une évocation de souvenirs, mais aussi d'une situation difficile. Le roman lui-même, le mini-roman, est écrit d'une façon très poétique. Donc c'est un long poème en prose poétique et qu'il fallait adapter au langage du cinéma. Il fallait adapter aux exigences du cinéma. Dialogue, costumes, décors, dramaturgie, etc. Le rôle principal a été incarné par le jeune Jamal Aouen aux côtés de l'Aïd Djelloul qui parle fièrement de ce film qui leur a permis de vivre une nouvelle expérience. J'ai l'habitude de jouer dans d'autres personnages, dans notre idée. Pour moi, c'était un nouveau registre, c'était un nouveau couloir, c'était un nouvel exercice et je me suis j'ai vraiment eu plaisir et un plaisir de partager ce film, cette aventure. J'ai beaucoup aimé ce film. Mon expérience, elle était, c'était une nouvelle et bonne expérience pour moi dans ce genre de film. Programmé par le CNCA, ce film a été projeté en présence d'acteurs, comédiens et des critiques de cinéma. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.